J'appelle le Dr Badreddine Bouguerra, donc pour le kyste de l'ovaire chez la femme ménopausée. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mes amis, les membres du bureau de l'Institut pour l'invitation. Donc, on m'a chargé de vous parler des kystes de l'ovaire chez la femme ménopausée. Donc, contrairement à mes amis Nabil Mathlout et Cécile Bouguizen, là, on est chez des patientes où le risque de cancer de l'ovaire existe réellement, plus que chez les autres patientes. Donc, pour introduire le sujet et définir le kyste de l'ovaire chez la femme ménopausée, il est défini comme une formation kystique qui dépasse 1 cm, contrairement aux autres femmes où on considère un kyste de l'ovaire lorsqu'il dépasse 3 cm. Sa fréquence ne cesse d'augmenter. Elle est estimée actuellement aux alentours de 17-18% des femmes ménopausées, et ceci du fait de l'apport de l'imagerie réalisée chez les patientes. Le plus grand nombre de ces formations kystiques, donc chez la femme ménopausée, sont bénins. Et même parfois, ils sont spontanément résolutifs pour certains kystes de l'ovaire. Mais il ne faut pas oublier et perdre de la tête le risque de cancer de l'ovaire et la hantise de cancer de l'ovaire. Donc le but de cet exposé, c'est d'essayer d'établir une démarche diagnostique permettant une approche diagnostique de ces kystes de l'ovaire, ce qui va nous permettre, bien sûr, une approche diagnostique donc pré-thérapeutique, ce qui va nous permettre d'être conservateur tant que c'est possible, de réaliser une cystoscopie donc avec toutes les garanties et les mesures de sécurité carcinologique tant que c'est possible. Sinon, devant la suspicion de malignité, il faut passer la main à des spécialistes en oncologie gynécologique, ce qui améliore nettement le pronostic de ces patientes. Donc, juste un petit rappel épidémiologique du cancer de l'ovaire, c'est qu'il touche une femme sur 70, c'est le 8e cancer de la femme, c'est la 4e cause de mortalité féminine par cancer, c'est par excellence le cancer de la femme ménopausée, et l'âge médian de ces cancers est de 68 ans. 75% de ces cancers sont découverts à un stade avancé, 3C, 4, et ceci du fait que les formes précoces sont peu asymptomatiques, mais aussi il n'y a aucun moyen de dépistage de cancer de l'ovaire qui est validé jusqu'à maintenant, ni l'échographie, ni les marqueurs tumoraux. Ceci fait que le pronostic du cancer de l'ovaire, il est sombre, et pratiquement le taux de survie à 5 ans, il est moins de 50%. Les facteurs de risque, donc l'âge en lui-même est un facteur de risque, et le risque de cancer de l'ovaire, il augmente avec l'âge, ainsi que le taux de mortalité donc augmente avec l'âge. Les facteurs génétiques, toute femme qui présente un parent de premier degré qui a présenté un cancer de l'ovaire ou bien un cancer de l'endomètre, un cancer du sein ou un cancer du côlon, ce sont des femmes à risque de cancer de l'ovaire. Aussi, les femmes qui sont porteuses d'imitations génétiques, en particulier le BRCA1, le BRCA2 et le Lynch syndrome, qui multiplient respectivement par 60, 30 et 13 le risque de cancer de l'ovaire chez ces patientes. Les facteurs hormonaux, c'est généralement les femmes qui sont exposées lors de leur vie génitale à une hyperoestrogénie relative. Le traitement de l'infertilité, c'est-à-dire les inducteurs de l'ovulation et le THS, donc ce sont des sujets à controverse. Je tiens à signaler et à rappeler que la contraception œstroprogestative a un rôle protecteur contre le cancer de l'ovaire. Pour les tumeurs bénignes, présumées bénignes, donc il n'y a pas de statistiques évidentes, mais on estime que les kystes bénins donc, sont aux alentours de entre 14 et 18% sont présents chez les femmes ménopausées, et que cette fréquence elle est plus élevée chez les femmes lors des premières années après la ménopause, et ça s'explique parce qu'il y a un certain nombre de kystes fonctionnels, donc même après la ménopause. Les circonstances découvertes des kystes de l'ovaire, donc le plus souvent c'est une découverte fortuite parce que la symptomatologie, la majorité des kystes ovariens sont asymptomatiques, et la symptomatologie, si elle existe, elle est peu spécifique. Généralement, ce sont des petites douleurs, des signes urinaires ou bien des signes digestifs.
rarement d'émétrorragie et exceptionnellement en postménopause, donc une complication à type de torsion ou bien rupture du kyste ovarien. La clinique aussi, elle est peu sensible et peu spécifique. Elle a un apport essentiellement dans les kystes de l'ovaire avec de taille importante. Elle permet parfois donc de mettre en évidence une acide. L'examen de la cloison recto-vaginale, c'est essentiellement pour chercher des nodules au niveau de cette cloison qui peuvent renseigner sur une carcinose péritoniale. Donc, en présence d'un kyste de l'ovaire, donc il faut qu'il y ait une démarche diagnostique qui permettrait d'établir donc un bilan pré-thérapeutique. Donc, quelle démarche diagnostique? Toutes les sociétés savantes s'accordent actuellement et signalent que l'examen de référence et l'échographie endovaginale, couplée à l'échographie suspubienne qui a un apport pour les masses de taille importante, donc les masses abdominales. Mais cette échographie endovaginale et la découverte du kyste de l'ovaire, donc elle est généralement faite par des gynécologues ou bien des praticiens qui ne sont pas experts dans la matière. Et pour standardiser donc les règles et l'évaluation de ces kystes, donc, on a établi des règles pour que tout le monde donc, parle le même langage, et d'où la naissance de l'IOTA, donc des règles simples de l'IOTA qui sont en nombre de 10 et qui vont permettre de classer ces tumeurs en bénignes et malignes avec 5 critères bénins et 5 critères malins. Et pour appliquer ces règles, donc, il faut que l'échographiste applique certaines règles. Il doit connaître la locularité qui est définie, donc c'est-à-dire de vérifier est-ce qu'il s'agit d'un kyste qui est multiloculaire ou bien uniloculaire. Et on parle d'un kyste multiloculaire lorsqu'il existe un septum complet traversant la masse d'une paroi à l'autre. Donc la présence de composantes solides, c'est la présence de projection papillaire au niveau du kyste avec une hauteur de moins de 3 mm qui est solide, pour parler de composantes solides. Et en cas de doute, donc, on peut appliquer le Doppler oculaire. Et lorsque cette formation donc, elle est vascularisée, donc, il s'agit d'une composante solide. Troisième élément, c'est étudier la régularité et la forme de la paroi interne et externe du kyste. Et donc, elle cherche d'une irrégularité de la paroi. Et le quatrième élément qu'il faut chercher, c'est l'application de Doppler couleur à toute la masse et aux composantes solides. Et l'existence d'une vascularisation anormale est en faveur de la malignité. Donc, après cette étude échographique, il faut formuler le compte-rendu échographique selon les critères d'IOTA, donc avec 5 critères de bénignité et 5 critères de malignité. Pour affiner donc cette étude échographique, l'échographiste, il y a certaines images qui sont caractéristiques et à la limite donc qui sont caricaturales pour certains kystes qu'il faut connaître et qui permettent d'affiner et d'améliorer donc la sensibilité et la spécificité de l'échographie. En particulier les kystes dermoïdes, qui sont caractérisés par des nodules bien limités et fortement échogènes, ce qu'on appelle donc les nodules de Rokitansky, des lignes épaisses blanches qui peuvent renseigner sur la présence de cheveux et la présence d'une ombre acoustique donc, en faveur de l'existence de calcification au niveau de ces kystes. De même, les endométriums, qui sont généralement uniloculaires avec un contenu qui est hypo ou bien modérément échogène. Les kystes hémorragiques du corps jaune qui sont en toile d'araignée et leurs contours présentent une forte vascularisation qui est uniquement périphérique. De même, donc, les hydrosalpinx qui ont une forme oblongue et qui présente donc un aspect en haut denté correspondant à des plis muqueux. Le kyste para-ovarien qui est séparé de l'ovaire et qui est immobilisable par rapport à l'ovaire. Les kystes péritoniaux, donc, où l'ovaire est suspendu dans les adhérences. Donc, cette étude échographique, elle permet d'avoir
c'était de classer ces kystes ovariens, mais l'échographie réalisée par un expert en échographie a les meilleures, elle présente une meilleure sensibilité et spécificité, et c'est l'examen de référence pour l'exploration de ces masses, de ces kystes ovariens. En 2019, donc, le CNGOF donc, il a recommandé une échographie par voie endovaginale et suspubienne est recommandée pour l'analyse d'une masse ovarienne. En cas d'échographie par un expert, l'analyse subjective est la technique recommandée. Et en cas d'échographie par un non-expert, l'utilisation des règles simples est recommandée et doit être au mieux combinée à l'analyse subjective pour rejoindre les performances d'un échographiste expert. Donc l'échographie faite par un expert, c'est le meilleur moyen d'explorer ces kystes ovariens. Et sinon, si l'échographiste donc il n'est pas expert, donc il faut associer et appliquer les règles simples d'IOTA et faire une étude subjective de ces kystes ovariens. Place de l'IRM donc pour l'IRM, pour l'évaluation de ces kystes ovariens. Donc l'IRM, elle vient en deuxième position pour les kystes où l'échographie n'a pas été concluante. Elle présente une meilleure spécificité, une bonne sensibilité pour les masses malignes, aussi pour les masses bénignes qui ont été. Elle augmente la sensibilité et la spécificité du diagnostic des masses bénignes à l'échographie. Elle permet même de formuler une hypothèse anatomopathologique. Donc, elle est recommandée par toutes les sociétés savantes en cas de lésion ovarienne indéterminée en échographie endovaginale et suspubienne. Donc, toutes les sociétés savantes recommandent l'IRM en deuxième position, donc, lorsque l'échographie n'a pas été concluante. Pour le scanner, donc, il a une place en tant qu'examen dans le cadre du bilan d'extension lorsque la malignité est fortement suspecte. Donc, il n'est pas indiqué pour le diagnostic, mais plutôt pour les formes où la malignité est fortement suspectée, et ça pour évaluer et chercher l'existence d'une carcinose péritoniale, et étudier l'atteinte ganglionnaire et chercher des métastases. Les marqueurs tumoraux. Donc, les marqueurs tumoraux qui sont les plus utilisés, ce sont le CA125 et le HE4. Il y a d'autres facteurs tumoraux qui sont signalés, mais qui ne sont pas de pratique courante. Pour le CA125, donc, il présente une bonne sensibilité et une spécificité moindre. Et ceci du fait que le CA125 il est augmenté dans d'autres pathologies, en particulier lors de l'endométriose. Il voit sa spécificité augmenter en post-ménopause du fait de la disparition de l'endométriose. Il est recommandé par toutes les sociétés savantes, donc il est recommandé chez toutes les femmes ménopausées, sauf le CNGOF qui ne l'indique pas chez les patientes ménopausées ayant un kyste simple de moins de 5 cm. Pour le HE4, donc, il est peu sensible, mais il est plus spécifique. Il n'est pas sécrété, il n'est pas augmenté au cours de l'endométriose, mais il a l'inconvénient d'augmenter en fonction de l'âge. Donc, il voit sa spécificité diminuer en post-ménopause. Et là, les gens, en comparant, donc, il y a une étude qui a comparé la pertinence du CA125 et du HE4 en post-ménopause, et là, on trouve que le CA125 en post-ménopause, donc, il est plus sensible que le HE4, il a une spécificité qui rejoint la spécificité du HE4 avec une précision diagnostique qui est meilleure que le HE4. Donc, il est recommandé de réaliser chez les femmes ménopausées le CA125. Donc, après cette démarche diagnostique, il faut classer ces tumeurs, ces kystes ovariens. Donc, il y a eu plusieurs scores qui ont été alors établis pour classer les masses ovariennes. Le score le plus utilisé, c'est l'IOTA avec les 10 simples règles qui ont été citées, qui permettent de classer donc, les kystes ovariens en masses classées bénignes, ayant uniquement un ou plusieurs critères bénins, des masses classées malignes avec un ou plusieurs critères donc, malins, et les masses indéterminées. L'IOTA, donc, il peut concerner 75% des patientes avec une sensibilité et spécificité de 92, respectivement de 92% et de 96%. Les REMI, donc, c'est un score
qui est utilisé essentiellement donc, par plusieurs sociétés, mais essentiellement par les Anglais et les Américains. Il combine donc trois facteurs, les données de l'échographie, le CA125 et le statut ménopausique. Le cutoff, donc, il est fixé à 200. Donc, bien sûr, pour le cutoff, lorsqu'on le déplace vers le haut, donc, il va améliorer la spécificité et diminuer la sensibilité. Lorsqu'on le place donc, en plus bas, donc, ça va améliorer la sensibilité, mais diminuer en spécificité. Certains fixent ce cutoff à 250, mais pour les Anglais, donc pour le Royal College, donc, ils le fixent à 200. Et lorsque ce score est de plus de 200, donc, il s'agit de femmes à risque de malignité qui est très important. Le ROMA score, donc, c'est un algorithme qui utilise donc trois facteurs, c'est le HO4, le CA125 et le statut ménopausique. Et le cutoff, il est estimé, il est à 29,9. L'OVA1, là, il est peu utilisé, il est utilisé essentiellement donc, aux États-Unis et qui utilise donc le dosage de 5 protéines. Il n'est pas de pratique courante en Europe et à l'Angleterre. Là, devant cette multitude de scores, donc la littérature s'est mise à comparer les différents scores. Et là, c'est une étude qui a prospective, donc randomisée, comparative, qui a comparé 148 patientes ménopausées. Elle a comparé le RMI versus IOTA. Et là, elle a trouvé que l'IOTA, il est plus spécifique, permettant donc de moins opérer les patientes et d'être plus spécifique. Pour une autre étude donc, prospective multicentrique qui a comparé 690 patientes avec 212 femmes ménopausées. Et là, on a essayé de comparer les différents scores utilisés seuls ou bien en association. Et là, il ressort que l'IOTA, avec l'apport d'un expert en échographie, permettent ont une meilleure spécificité, une meilleure sensibilité que tous les autres scores, avec un taux de précision donc, diagnostique meilleur que les autres moyens. Donc, pour les sociétés savantes, donc, il n'y a pas de score qui est recommandé. Pour le CNGOV, donc, ce sont les critères d'IOTA avec l'expert. Pour le Royal College, donc pour les Anglais, c'est le RMI, pour toutes les femmes ménopausées. Si le RMI n'a pas été fait, donc on peut faire un IOTA. Sinon, pour les Américains, tous les scores donc, sont utilisés sans préférence pour l'un ou l'autre. Donc, une fois ces tumeurs sont classées, donc ces kystes sont classés, bénin, malin ou intermédiaire, dans quelle prise en charge? Donc, pour les masses à haut risque de malignité, donc tous les experts, toutes les sociétés savantes donc, recommandent de référer ces patients donc, aux experts en oncologie gynécologique, ce qui permet une meilleure prise en charge de ces patientes et de ne pas maltraiter un cancer de l'ovaire. Pour le CNGOV, donc pour ces patientes, il complète l'exploration par un scanner dans un cadre de bilan d'extension. Une cystoscopie est préconisée pour les formes à risque de malignité, et ceci pour vérifier l'existence d'une carcinose péritonéale ou pas et de réaliser des biopsies, évaluer la résicabilité de ces tumeurs, des lésions, et en l'absence de carcinose péritonéale, donc une annexectomie diagnostique et une cytologie péritonéale sont réalisées, mais tout en respectant, bien sûr, tout en respectant donc, les mesures de sécurité carcinologique. En particulier, donc, il ne faut pas faire effraction des kystes lors de la cystoscopie, d'extraire les pièces dans un sac à travers, par voie ombilicale, et éviter donc, et faire le retrait des trocars après l'exsufflation, et pour certains, donc, une résection des trous donc, d'introduction des trocars. Pour les Anglais, donc, pour le Royal College, donc, lorsque l'RMI est supérieur ou égal à 200, donc, il faut faire un scanner dans le cadre d'un bilan d'extension et réaliser d'emblée une laparotomie avec, pour les formes donc, à haut risque de malignité, donc un staging, et pour les autres formes, donc, faire une hystérectomie, une omontectomie avec une annexectomie bilatérale, bien sûr avec un examen extemporané. Pour le premier consensus international donc, fait aux États-Unis, donc, qui a regroupé l'American College, la Société canadienne de gynécologie obstétrique, le ZIOG, et plusieurs autres sociétés savantes, donc il recommande de faire un scanner
pour les formes donc, à malignité, avec un risque de malignité élevé, et bien sûr adresser ces patientes à des gynécologues, donc oncologistes. Pour les formes indéterminées, et qui ne répondent pas, donc, où l'échographie n'a pas été concluante. Là, pour le CINGOV, donc, il faut compléter systématiquement par une IRM, ou bien adresser ces patientes à un expert en échographie, ce qui va permettre donc de reclasser ces tumeurs soit en malin ou bien en bénin, et puis une prise en charge. Pour le premier consensus, donc, il recommande de mieux explorer ces patientes avec une IRM, ou bien de même les passer chez un expert en échographie. Pour le Royal College, donc, ce sont les formes où le score est inférieur à 200. Donc, en dehors des kystes simples, il recommande de faire une cystoscopie chez ces patientes et de faire une annexectomie bilatérale. Donc, quelle est la prise en charge des masses présumées bénignes? Là, on va s'intéresser essentiellement aux kystes simples, parce que pour les autres kystes qui sont présumés bénignes et qui ne sont pas simples, donc il faut faire bien sûr une cystoscopie avec, et ce qui est recommandé actuellement, c'est de faire une annexectomie bilatérale, par cystoscopie si c'est possible. Donc pour les kystes ovariens simples, il a été noté qu'il y a un grand nombre de ces kystes qui disparaissent spontanément. Tout d'abord, pour définir les kystes simples de l'ovaire, chez la femme ménopausée, ce sont des kystes qui sont uniloculaires, à contenu liquidien, et donc unilatéraux, avec une taille qui ne dépasse pas pour certains 5 cm et pour d'autres 10 cm. Donc pour ces kystes simples, donc, comme je l'ai dit, donc, il a été remarqué qu'il y a une disparition spontanée de ces kystes, mais aussi le risque de cancer chez ces patientes n'est pas augmenté par rapport à la population générale. Et là, c'est une étude qui a été menée, une étude prospective qui a suivi 15 735 patientes ménopausées dans le cadre de dépistage de plusieurs cancers. Et parmi ces patientes, donc, il y avait plus que 3 500 patientes qui présentaient des kystes de l'ovaire entre 55 et 74 ans. Entre 55 et 74 ans. Ces patientes, donc, elles présentaient des kystes simples de l'ovaire, et on a remarqué que sur une année, il y a eu 32% de ces kystes qui ont disparu, 8% sont devenus multiples et 6% ont changé d'aspect. Et que chez ces patients, donc, il n'y a pas eu augmentation de cancer de l'ovaire par rapport aux femmes qui, au début, ont une échographie où il n'y avait pas de kyste de l'ovaire. Donc, une autre étude, donc méta-analyse, là, on a regroupé toutes les femmes donc, qui ont été suivies avec des kystes simples de moins de 5 cm, et on a remarqué qu'il y a une disparition de ces kystes, spontanée de ces kystes, dans 70% des cas. Une autre étude qui a été réalisée en 2003, et là, elle s'est intéressée à plus de 15 000 femmes. Donc, on a suivi des femmes qui présentaient des kystes simples de moins de 10 cm, 3259 femmes, et on a remarqué que le taux de disparition de ces kystes est aux alentours de 70%, et que pour le risque de malignité, il était chez ces patientes inférieur à 0,1%, avec un intervalle de confiance qui est de 95%. Donc, devant cette disparition spontanée et le risque non augmenté de cancer, le Royal College, donc, il recommande d'avoir une approche conservatrice chez ces patientes lorsque le kyste il est uniloculaire, donc un kyste simple de moins de 5 cm. Donc, il propose pour ces patients donc, de faire un suivi, de faire systématiquement un CA125, donc, et de refaire une échographie 4 à 6 mois après. Donc, s'il y a disparition du kyste, donc c'est bon. Sinon, s'il y a un changement donc, de caractéristiques du kyste, donc il faut opérer. S'il persiste, donc, refaire une échographie 4 à 6 mois après, et discuter, bien sûr, après une année, si le kyste persiste, donc discuter de suivre ou bien d'opérer ces patientes avec l'accord de la patiente. Pour l'American College, donc, pour les tumeurs de taille inférieure à 10 cm, donc les kystes simples de taille inférieure à 10 cm, mais l'échographie elle doit être faite par un expert, ils sont généralement bénins et on peut préconiser chez ces patients donc, une abstention chirurgicale et le suivi.
À quelle durée donc il faut, à quel délai donc il faut faire la surveillance, sur quel rythme? Donc il n'y a pas de données exactes, mais on estime qu'il faut refaire donc le suivi tous les 4-6 mois pendant un an. Donc profitons de l'occasion, donc on a essayé de revoir ce qu'on est en train de faire dans le service et on a procédé à une petite étude sur une période de 2 ans. Donc j'appelle Cyrine pour nous parler, pour présenter ce travail. Nous avons mené une étude rétrospective sur 2 ans, allant de 2019 à 2021. On a colligé lors de cette étude 42 patientes. 40 patientes ont été opérées et 2 patientes ont été perdues de vue. Le but de cette étude était d'évaluer notre prise en charge du service pour les kystes ovariens chez les femmes ménopausées. Notre protocole de prise en charge consiste à faire une échographie endovaginale couplée à l'échographie suspubienne pour toutes les patientes. Un dosage du CA125 était systématique pour toutes les patientes, quelles que soient les données de l'échographie. Pour les masses classées inclassables selon IOTA, on a complété par une IRM pelvienne. Pour les masses classées malignes selon IOTA, on complète systématiquement par un scanner abdominopelvien pour établir le bilan d'extension. Pour le volet chirurgical, les masses classées bénignes, on les opérait par voie célioscopique en dehors des complications. Le geste consiste en une annexectomie bilatérale. Pour les masses indéterminées, la voie d'abord est modulée en fonction des données de l'IRM. Et pour les masses malignes, en absence de carcinose péritonéale, on opte pour une laparotomie médiane d'emblée. Pour les masses suspectes de malignité avec présence de carcinose péritonéale à l'échographie, en scanner, on opte pour une célioscopie première pour faire des biopsies et établir le diagnostic. On commence tout d'abord par les données statistiques des caractéristiques de la population étudiée. L'âge moyen des patientes était de 60,5 ans. La gestité moyenne était de 4 et la parité moyenne était de 3. 3 de notre patientes avaient des antécédents familiaux de néoplasie. 34,16% de nos patientes étaient sans antécédents et 33% de nos patientes étaient hypertendues. Le motif le plus fréquent de consultation était des douleurs pelviennes dans 52,5% des cas, suivi d'une découverte fortuite des kystes ovariens chez les femmes ménopausées dans 25,5% des cas. L'aspect du kyste à l'échographie était uniloculaire dans 75% des cas et multiloculaire dans 25% des cas. Pour le contenu du kyste, il était anéchogène dans 62,5% des cas, hétérogène dans 15% des cas, échogène dans 6% des cas et mixte dans 12,5% des cas. Quand on a appliqué les règles simples de l'IOTA à ces masses, 67,5% des cas des masses étaient bénignes, 15% étaient malignes et 17,5% des masses étaient inclassables selon IOTA. 80% des patientes avaient un score RMI inférieur à 200 et 20% des patientes avaient un score RMI supérieur à 200. Pour les résultats de l'examen anatomopathologique, 72,5% des tumeurs opérées étaient bénignes, avec une prédominance du kyste séreux. 25% des masses étaient malignes, avec une prédominance du cystadénocarcinome séreux. Et 2,5% des tumeurs opérées étaient des tumeurs borderline. Pour la voie d'abord chirurgicale des tumeurs présumées bénignes, on a opté pour une célioscopie dans 74% des cas. La laparotomie a été pratiquée dans 26% des cas. Les 2 indications principales étaient soit le geste était associé à une hystérectomie ou tout simplement pour des difficultés opératoires. 100% des masses suspectes de malignité étaient traitées par une laparotomie première. Et pour les kystes inclassables selon IOTA, 71% étaient opérés par laparotomie et 29% par voie célioscopique. On s'est intéressé à calculer la spécificité et la sensibilité de l'IOTA et de l'RMI. On a alors comparé les données échographiques et les données du score RMI à l'étude ANAPAT. Pour les masses classées bénignes selon IOTA, 93% de ces masses étaient bénignes, 4% étaient malignes et 4% étaient borderline. Un taux de 4% de tumeurs malignes paraît un peu augmenté pour des masses classées préalablement bénignes à l'échographie. Ceci dit, ceci est expliqué par la taille réduite de l'échantillon. Pour les masses classées indéterminées selon IOTA, 57% de ces tumeurs étaient bénignes et 43% de ces tumeurs étaient malignes. Pour les masses classées M selon IOTA, elles étaient toutes des masses malignes à l'étude ANAPAT. Donc, on a conclu que la sensibilité est de 86,3% et la spécificité est de 85,71% des cas.
La corrélation entre RMI et ANAPAT, pour les masses classées à haut risque de malignité, elle était à l'étude ANAPAT dans 75% des cas des tumeurs malignes et 25% des tumeurs bénignes. Pour les masses classées à bas risque de malignité selon RMI, 84% de ces masses étaient bénignes, 3% étaient des tumeurs borderline et 13% étaient des masses malignes. Donc, la spécificité est de 93,1% et la spécificité est de 60%. On s'est intéressé aussi aux kystes uniloculaires inférieurs à 5 cm. 19 patientes avaient, lors de leur première échographie, des kystes ovariens simples uniloculaires, unilatéraux, anéchogènes. 17 patientes ont été opérées et 2 patientes ont été perdues de vue. Elles se présentaient à un contrôle après un an et on a conclu à une disparition des kystes. 100% des kystes simples opérés étaient bénignes à l'examen anatomopathologique. Donc, pour conclure, notre étude a montré que l'IOTA est plus spécifique et plus sensible que le score RMI. Une attitude plus conservatrice pourrait être préconisée concernant les kystes uniloculaires, unilatéraux, inférieurs à 5 cm, asymptomatiques, et ce, moyennant d'un suivi échographique régulier et d'un dosage répété du CA125, sous réserve, bien sûr, d'un consentement des patientes. Je cède la parole à Dr Bouguerra pour conclure. Merci Céline pour cet exposé. Et pour conclure, donc, je tiens à rappeler que chez les femmes ménopausées, donc, il faut se méfier du risque de cancer de l'ovaire, donc la hantise du cancer de l'ovaire, que l'échographie réalisée par nous-mêmes, donc les gynécologues qui font l'échographie, donc, mais tout en respectant les règles simples de l'IOTA, donc il faut les revoir et essayer de formuler un compte rendu avec les critères et les règles simples de l'IOTA. Que l'échographie endovaginale réalisée par un expert entre les mains d'experts, c'est le meilleur moyen donc d'explorer ces kystes de l'ovaire. Le CA125, il est de meilleure performance donc, en tant que marqueur tumoral chez la femme en post-ménopause. L'IRM n'est indiqué qu'en deuxième position pour les tumeurs indéterminées, donc où l'échographie n'a pas été concluante. Le scanner n'est utilisé que dans le cadre d'un bilan d'extension pour les patientes qui ont un risque de malignité assez important. Les masses malignes, donc, il vaut mieux qu'elles soient prises en charge par des gens qui connaissent donc, et connaissent traiter donc, le cancer de l'ovaire parce que ça améliore nettement le pronostic de ces patientes. Les masses bénignes, donc, c'est une celluloscopie avec une annexectomie. Ce qui est recommandé, c'est de faire une annexectomie bilatérale, donc il n'y a pas de place à une kystectomie ou bien une annexectomie unilatérale. Pour les kystes simples liquidiens de moins de 5 cm, on peut préconiser une abstention moyennant une surveillance donc, échographique, je suppose pendant une année, et après une année, donc, il y a certains qui, devant la persistance de ce kyste, ils sentent qu'il y a une aggravation, donc certains, c'est l'abstention thérapeutique, pour d'autres, donc, on opère. Ça, je crois qu'il faut avoir le consentement de la patiente. Je vous remercie. Merci professeur Bouguerra pour cette excellente présentation. Je passe la parole à la salle pour les questions. Donc juste une remarque, si on suit les recommandations européennes, Société savante, on doit adresser nos cancers de l'ovaire soit en France, soit dans un autre pays européen, parce que la spécialité oncologie gynécologique n'est pas en Tunisie. On n'a pas cette spécialité. Donc celui qui doit faire le cancer de l'ovaire, c'est le gynéco dont l'activité prédominante est l'oncologie. Nos ancêtres gynécos se sont bataillés pour ramener l'oncologie dans la spécialité. Nous, ce n'est donc pas une partie de notre spécialité. Tout à fait d'accord. On a eu ces mêmes problèmes, si vous vous rappelez, dans les années 90, début des années 90, à propos de l'échographie morphologique, où il disait le gynéco n'a pas le droit. Et avec le temps, personne n'en parle. Il y a de super gynécologues spécialistes en imagerie, en particulier l'échographie obstétricale et morphologique, et ça passe. C'est des domaines, plusieurs domaines dans la spécialité où il faut qu'on les préserve. J'ai eu d'ailleurs en 2021 expertisé une plainte à propos effectivement d'un cas de borderline qui, 2 ans après, s'est développé sur l'ovaire restant et nous n'avons pas jugé que parce qu'il est gynécologue, qu'il est
qu'il y a quelque chose à se reprocher. L'essentiel, c'est de voir le protocole, l'acte opératoire, les pièces d'Anapat et les résultats. Et il a été acquitté. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser quand même ce domaine. Oui, il y a des gynécos qui sont rompus à la partie oncologique chirurgicale. Si je peux répondre, donc, je crois que les gens étaient assez sceptiques devant adresser les patientes à un spécialiste en oncologie gynécologique. Ça, ce n'est pas pour les carcinos, c'est pour les gynécologues, mais il faut que ces femmes soient prises en charge dans un milieu avec un comité de multidisciplinaire. Parce que ce qui se passe, parfois, on tombe, si on ne fait pas un bon diagnostic, une bonne démarche diagnostique de ces kystes de l'ovaire, on est souvent ramené, donc on tombe là-dessus, et généralement ce sont des femmes qui sont traitées lorsqu'il n'y a pas un spécialiste qui a fait, je suppose que ce n'est pas tous les gynécologues peuvent faire une CLA, hein? Donc on risque que ces femmes soient mal prises en charge. Donc je n'ai jamais dit de transférer ça pour les carcinologues. Donc ça serait nous les gynécologues, mais que ça soit pris en charge dans des milieux où on traite le cancer de l'ovaire. Non, juste parce que peut-être j'ai parlé parce que la situation s'est répétée. On a eu un congrès il y a quelques 2 mois à Sousse et les choses se répètent. Hein, avec AO. Mais ce n'était pas contre toi. Mon avis, c'est qu'il faut préserver notre spécialité. On a des gynécos qui font une activité à prédominance PMA, ils font très bien la PMA. Il y a d'autres gynécos qui font une spécialité à prédominance oncologie, ils font l'écologie, et l'oncologie gynécologique fait partie intégrante de notre spécialité. Ce n'est pas mon idée. Je suppose que tous les services sont mis à faire de la carcinologie, mais juste sonner d'alerte et que ces patients doivent être traités. Tu as parfaitement raison. C'est la pathologie où il faut être spécialiste. Tout le monde le dit, le facteur de survie, le numéro 1, c'est le résidu tumoral, c'est-à-dire le chirurgien. Tu as raison, Badra. Mais les DMT, il faut les voir. C'est Ben Saïd. Là. Micro, c'est Ben Saïd. Je vais poser la question pour Dr Bouguizen. J'ai une patiente qui est enceinte, c'est 2e grossesse. Dès le début de grossesse, je constate un kyste de l'ovaire de 6 cm, anécogène, à paroi fine, uniloculaire. La position, elle est supra-utérine. Donc, bien sûr, je suis la grossesse. Et malgré, même à 12 à 13 semaines, la persistance du kyste, qui a même les mêmes caractéristiques, elle n'est pas algique, elle n'a pas de plainte, mais la position du kyste, elle est supra-utérine. C'est-à-dire, lorsque l'utérus augmente, gravide, augmente de volume, le kyste, il s'ascensionne. Donc, j'ai posé, est-ce que les critères ils sont de kyste et échographiquement, c'est un kyste bénin, mais la position, est-ce que si la grossesse elle va augmenter de taille, etc. Est-ce qu'on a beaucoup plus de risques d'avoir des complications, surtout la rupture? Et est-ce qu'il y a une place à la ponction sous échographie, oui ou non? Merci. Je pense que votre conduite est correcte, hein, totalement correcte. Elle met pas parce que vous avez éliminé le risque de cancer. Badrine Bouguerra l'a dit, même chez la femme ménopausée, il faut laisser les kystes tranquilles lorsque le diamètre est inférieur à 5 cm, le vôtre à 6 cm. La femme est totalement asymptomatique. Le kyste va se débrouiller avec l'ovaire. Il est là depuis quelques mois, ils sont des amis, donc il va régler son problème. Donc, conduite à tenir, abstention, rien du tout. Hein. La ponction, je ne suis pas d'accord pour la ponction. Ça ne résout rien du tout, la ponction. Le kyste va se dévier dans quelques semaines, voire quelques jours. Hein. Oui, il va persister. Il faut l'oublier, je pense. Il faut que vous l'oubliez. Il faut faire de façon que la dame l'oublie aussi. C'est Ben Saïd. Oui. J'ai un petit commentaire à Sibou Guizen, vous avez parlé de la décidualisation des kystes endométriosiques. La décidualisation est un phénomène physiologique. Cette décidualisation touche un endomètre eutopique et un endomètre ectopique. Et justement, cette décidualisation va être essentiellement visualisée en échographie par l'utilisation de Doppler.
L'endométriome, habituellement, n'a pas de vascularisation périphérique, mais chez la femme enceinte, et en raison de ce phénomène de décidualisation, on va se développer, il va y avoir un réseau vasculaire qui va encapuchonner l'endométriome. Malheureusement, cette décidualisation est à l'origine de certaines complications au cours d'une grossesse chez la femme où il y a une endométriose. Les fausses couches spontanées, les douleurs, etc. شنو رايك سي بوغيزين؟ Je suis parfaitement d'accord, M. Saïd. ما عندي شيء نقول. قلت انت. السؤال الثاني, tu nous as dit que classiquement, on observe les kystes uniloculaires simples jusqu'à la 12e semaine d'aménorrhée. أنا الحق عندي عشرات السنين, je les observe jusqu'à 16-18 semaines d'aménorrhée. السؤال مطروح. Qu'est-ce que tu fais pour ces kystes simples chez la femme enceinte à partir de la 18e ou la 20e semaine d'aménorrhée? Même réponse, il faut les oublier ici, Ben Saïd. Voilà. Le risque oncologique, Badreddine Qala, il a dit que le risque oncologique est nul pour les formations anécogènes pures inférieures à 5 cm. Il serait nul aussi par l'étude qu'il a montrée américaine sur 15 000 malades, aucun cancer de l'ovaire chez les femmes dans la taille inférieure à 10 cm. Donc le risque n'est pas augmenté. Les formations anécogènes pures, il faut les oublier un peu. Maintenant, si on veut les opérer, il ne faut pas dire qu'on opère pour éliminer un cancer, ou bien on opère pour qu'elles ne fassent pas. Si on les opère, moi je les opère pour qu'elles ne fassent pas les autres complications en type de correction. Mais ne dites pas qu'on va l'opérer parce qu'elle a le cancer. Moi, j'opère une jeune fille qui a une formation anécogène pure 8-9 cm, je l'opère parce qu'elle va se compliquer. De torsion, pas de cancer. Donc, il faut changer un peu de rubrique. Et toutes les recommandations du Collège français vont vers le sens du cancer, pas vers le sens de torsion. Donc, on peut raisonner pour tous les autres types de cancers. Est-ce qu'on opère parce qu'on a peur du cancer ou qu'un cancer se développe, ou bien parce qu'on a peur parce qu'il y a un risque d'une autre complication? Et essentiellement, lorsque je dis une torsion pour les kystes, pour moi, il y a une seule complication, c'est la torsion, celle qui domine tout. Si, Monsieur le Président, j'ai un petit commentaire, c'est Bouguerra. Te permets, c'est Bouguerra? Tu nous as dit que les kystes simples, les kystes appelés kystes simples, peuvent disparaître dans 70% des cas. Alaysa kadhalik? Oui. On ne peut pas imaginer la disparition de kystes simples en les surveillant pendant 6 à 12 mois, sauf s'il s'agit de kystes fonctionnels chez cette femme ménopausée. Je rappelle que chez la femme ménopausée, il persiste encore jusqu'à 1000 follicules qu'on appelle des follicules dormants, des follicules quiescents. Et à l'occasion d'un beau jour, parmi ces follicules dits dormants ou quiescents, il va y avoir une réponse aux gonadotrophines qui sont très élevées chez ces femmes ménopausées et une croissance de ces follicules, mais vu l'inadaptation ou l'inadéquation de FSH et LH chez la femme ménopausée, eh bien ces follicules dormants vont se transformer facilement en kystes fonctionnels. Et le devenir de ces follicules fonctionnels qui se transforment en kystes, c'est la disparition inéluctable bidouni ay shak. On ne peut pas imaginer un cystadénome séreux ou un cystadénome mucineux disparaître au bout de 6 à 12 mois chez une femme ménopausée. أليس كذلك؟ هذاك هو c'est la base de ça. Docteur dans une étude. Donc dans l'étude où on a suivi 15 000 patients, donc on découvre les kystes simples, donc sont découverts, des kystes simples sont découverts. Le plus grand nombre est découvert lors des premières années qui suivent la ménopause, c'est-à-dire lorsque les follicules dormants ils sont plus fréquents. Bien, moi je tiens tout d'abord à remercier les différents intervenants là pour ce sujet qui est assez intéressant. J'ai quelques remarques. Je commence par mon équipe avec laquelle je travaille. C'est vrai que quand on est en présence d'un kyste dermoïde, il y a une fois où l'image elle est franchement typique, c'est-à-dire à la limite on n'a pas de doute. Mais de temps en temps, cette image-là n'est pas spécifique et pathognomonique
Et on peut éventuellement confondre facilement ça, soit avec une anse digestive, soit avec un kyste endométriosique. Et je pense que l'IRM, avec cette composante graisseuse ou la composante hémorragique, va faire la part des choses. 2. Quand on est en présence d'une tumeur de la granulosa, il ne faudrait pas faire de ponction, il faudrait faire la kystectomie ou l'annexectomie totale, parce que le fait de rompre le kyste, vous allez transformer un A en un C, où le traitement et la prise en chirurgicale, elle est complètement différente. Une fois on fait une annexectomie, la rupture, vous serez obligé de faire un traitement radical. Troisièmement, c'est que quand on est en présence d'un dysgerminome, surtout si on a une patiente qui est là pour une aménorrhée primaire, et ce dysgerminome, parce que survient sur une dysgynésie 46XY qu'on appelle le syndrome de Swyer, il faut réaliser une annexectomie bilatérale et faire l'enquête dans la famille pour les sœurs ayant une aménorrhée primaire pour l'eucaryotie. Pour mon ami Badreddine, bon, je n'ai rien à dire, sauf qu'on travaille dans le même hôpital et je pense que le service de radiologie n'utilise plus actuellement la classification EOTA, c'est essentiellement donc ORAS ultrason, ORAS IRM. Enfin, pour mon ami Cécile Bouguizen, moi j'aurais aimé que, parce que j'ai l'impression que vous avez traité l'apport de la cellule ou la celluloscopie au cours de la grossesse. Moi j'aurais aimé que vous nous donniez des algorithmes, des prises en charge concernant, tout d'abord, est-ce qu'il y a des modifications des annexes au cours de la grossesse, et puis j'aimerais bien savoir, quand on a une tumeur borderline, quelle est votre prise en charge au premier, au deuxième, au troisième? Quand vous êtes en présence d'une tumeur maligne au premier, au deuxième, au troisième, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez la suivre? Quelle est la surveillance? Quel est le rythme de surveillance? Et est-ce que cette grossesse, est-ce qu'elle a une particularité pour les tumeurs malignes ou borderline? Pas uniquement l'apport de la celluloscopie au cours de la grossesse. Parce que j'ai l'impression que vous avez fait, vous avez très bien fait, et c'était vraiment spectaculaire ce que vous m'avez montré, mais c'était essentiellement la cellule au cours de la grossesse. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va lever la séance et si la discussion sera poursuivie pendant la pause café. Allez. Merci pour tous les orateurs, merci pour la Société de gynécologie obstétrique.